Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et les amis, si vous vous posez la question, moi ça ne va pas du tout. Ah, je vous le dis, aujourd'hui j'ai vraiment besoin de vous. Alors ne vous inquiétez surtout pas. Comme d'habitude, j'ai l'actu, j'ai l'info, j'ai tout ce qu'il vous faut. Mais avant, messieurs, dames, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Bon, hier soir j'étais tranquillement en train de me prélasser. Position éventail pour les doigts de pied. La seule chose que j'attendais, c'était la venue de Morphée. Quand tout à coup, mon téléphone s'est mis à sonner. Et là, les amis, vision d'horreur. Injustice. YouTube a tout simplement fait sauter ma dernière vidéo. Ils l'ont schnoufé. Aïe, 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 regardez-moi ça. Oh là là, j'ai envie de chialer. La vidéo est interdite à toute personne qui a moins de 18 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jetez-la à la poubelle, ça va plus vite. Respectez-moi un peu. Non, c'est trop. Tout ça parce que dans un de mes extraits, on entend quelqu'un de CNews parler d'un sujet interdit. Ah, le sujet interdit, t'as pas le droit de le dire. Pire que Voldemort. Mettre une limite d'âge de 18 ans, c'est la pire chose qu'on peut faire sur une vidéo YouTube. Ça veut tout simplement dire que personne ne peut la regarder à moins d'avoir fait confirmer son identité par YouTube. Oui, je sais, vous êtes 4 à l'avoir fait. Du coup, personne ne va la voir. Bon, c'est donc le moment où j'ai besoin de vous, les amis. Je vais vous demander d'éclater le bouton like, le détruire. Bah oui, parce qu'avec ce qui s'est passé avec ma vidéo d'hier, ça a envoyé un sacré mauvais signal à YouTube. Bon allez, on va s'en remettre, la vie continue. Et on va passer au premier sujet. Pierre Palmade a apparemment tiré la carte sortie de prison. Puisque vous l'avez compris, il va être libéré de prison et effectuer sa peine à domicile sous bracelet électronique. Oui, bah le gars a enlevé une vie, en a ruiné deux autres, mais va se la couler douce à la maison avec un bracelet électronique. Mais y a que moi que ça choque ou... Franchement, c'est quoi ce pays où quand t'as de l'argent et de la célébrité, tu deviens intouchable? Le bracelet électronique, c'est pas une peine, hein. Je vous le dis, le bracelet électronique n'est pas une peine. Qui sur cette planète considère que c'est la même chose d'aller en prison ou d'avoir un bracelet électronique? Personne, y a personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une peine, c'est un arrangement. Et en plus, le pire avec Pierre Palmade, c'est que dans son histoire, il y a une histoire de consommation. Bah alors, pourquoi vous le ramenez à la maison exactement? Pourquoi vous ne le gardez pas entre quatre murs pour le désintoxiquer? Vous croyez vraiment que de chez lui, il ne va pas continuer à consommer? Oui, bah écoutez, ça doit être le monde de Babar, c'est moi qui ai mal compris. Bon, et maintenant on va passer à Antoine Léaumont, député LFI, faut-il encore le rappeler, messieurs, dames, qui va répondre à François Bayrou et son discours d'hier. Alors, je vous avais mis son discours dans ma vidéo qui s'est fait schnouf schnouf. Mais comme elle s'est fait schnouf schnouf, j'imagine que vous ne l'avez peut-être pas vue. Mais calmez-vous, je vais vous le résumer. Grosso modo, François Bayrou de Secours nous dit qu'on est des fainéants, qu'il faut qu'on travaille plus parce qu'il a besoin d'argent. Bon, bah maintenant la réponse d'Antoine Léaumont. Je trouve que déjà, il y a un slogan qui est derrière François Bayrou qui est « La vérité permet d'agir ». Or, ce monsieur ment sur la question des comptes publics, puisque monsieur Bayrou nous dit que, par exemple, les intérêts de la dette, c'est 62 milliards d'euros par an, et il met ça au regard, par exemple, du budget de l'éducation nationale, 63 milliards d'euros par an. Ce qu'il oublie de dire, monsieur Bayrou, c'est que avec toutes les suppressions d'impôts sur les plus riches qui ont eu lieu depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron à laquelle il a participé, eh bien précisément, ces suppressions d'impôts, elles représentent 62 milliards d'euros par an. On est exactement au même chiffre. La réponse est donc assez simple. Pour trouver l'argent qui manque, il y en a qui se sont gavés dans les années précédentes et qui doivent maintenant mettre la main à la poche. Et il est faux de dire que les Français ne travaillent pas assez, ne produisent pas assez. Le produit intérieur brut de la France n'a jamais été aussi élevé. Alors, à qui monsieur Bayrou demande-t-il de faire des efforts? Aux infirmières qui ont porté plainte contre une partie du gouvernement parce que précisément il y a une forme de harcèlement qui existe à l'hôpital et il y a à l'hôpital parce que les gens précisément sont dans une forme de surcharge de travail? Est-ce qu'ils demandent aux personnes qui travaillent dans la caisse des supermarchés? Est-ce qu'ils demandent aux personnes qui sont ouvriers dans les industries? Est-ce qu'ils demandent aux personnes qui travaillent dans les transports? Est-ce qu'ils demandent aux professeurs? Bref, qui ne travaille pas assez dans ce pays? Eh bien moi j'ai la réponse, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui s'enrichissent sans rien faire, et ceux-là, ce sont les milliardaires de notre pays qui accumulent de la richesse en réalité sans travailler. Ce sont des oisifs. Les vrais oisifs sont les gens qui sont les plus riches de notre pays. Bah, qui ne travaille pas? À mon avis, faut pas trop qu'on s'amuse à poser des questions dont la réponse pourrait nous piquer. Par exemple, si tu regardes les journalistes et les députés, la question qui s'impose, ce n'est pas qui ne travaille pas, mais qui est-ce qui travaille? Ah, y en a pas un seul! À part les députés LFI dans ce pays, je l'affirme, en politique, plus personne ne travaille. Bon, et puisqu'on parle du travail, on va passer à Bruno Ratatouille qui est venu nous raconter une sacrée tambouille. Je voulais un État fort, une France fière.
Je pense que le Rassemblement national est très à gauche. Je pense qu'on ne peut pas... Sur quel sujet? Sur le sujet économique. Lorsque, par exemple, j'avais fait voter au Sénat les 15 ou 17 heures de contrepartie du RSA, parce que je pense que les allocations sociales ne sont pas des dus. Voilà, et que quand on veut remettre les pieds à l'étrier des gens qui sont très loin de l'emploi, il faut plutôt, au contraire, les accompagner dans l'activité. Voilà, Marine Le Pen avait voté contre. Pareil sur les retraites. Je pense que si on ne met pas plus de travail dans la mécanique économique, mais on s'appauvrira comme on s'est appauvri. Il y a en 2 ans, personne ne le dit, en 2 ans, il y a 1 million de Français qui ont été rejoints par le SMIC. Le 16 du mois, chaque 16 du mois, il y a un quart de Français qui se retrouvent dans les comptes bancaires dans le rouge. C'est parce qu'on a dit un jour aux Français, travaillez moins et vous y arriverez mieux. Et en plus, on pourra protéger le modèle social généreux. Et les Français ne s'en sortent pas. C'est du mensonge, c'est de la foutaise. Ils ne s'en sortent pas, les Français. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un travail qu'il faut produire. On a développé l'assistanat. Voilà. Et ça, désormais, proposition que j'ai souvent fait depuis, on l'avait fait d'ailleurs avec François Fillon en 2017, une allocation sociale unique. Vous avez une quinzaine, par exemple, de mesures d'aide sociale. Vous les fusionnez et vous les capez à 70% du SMIC pour qu'à chaque instant, vous soyez bien sûr que les revenus du travail soient plus élevés d'au moins 30% par rapport aux revenus de l'assistance. C'est quelque chose de concret. Et ça, vous voyez, on n'est pas du tout sur la même logique. Et je pense, moi, que si demain, on veut retrouver une France puissante, souveraine, eh bien, la souveraineté, c'est aussi le relèvement économique. Vous n'aurez pas de souveraineté sans puissance économique. Non, mais moi je vais abandonner au bout d'un moment. Le gars est ministre de l'Intérieur. Il dit n'importe quoi. Déjà, caper les aides sociales à 70% du SMIC. Et un RSA, c'est combien de pourcentage du SMIC exactement? C'est 30%. Mais de quoi tu me parles? Les personnes qui touchent plus de 70% du SMIC en aide sociale sont soit à la hache. Donc le pays les a reconnus comme étant handicapés et incapables de travailler, soit des personnes qui ont des enfants et qui sont dans une situation précaire. Alors Bruno, j'aimerais bien que tu me dises c'est lesquels les assistés? Les handicapés ou les personnes qui s'occupent de leurs enfants et donc de notre main-d'œuvre de demain? Mais le pire, moi dans son argumentaire, ce qui m'énerve, parce qu'il faut le savoir, mais je l'ai même entendu à gauche cet argument, c'est que en quoi baisser les revenus de votre voisin va vous faire plaisir et vous remotiver pour le travail? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Ce qu'il faudrait pour motiver les gens, c'est monter les revenus du travail, monter les salaires, pas baisser les allocations. J'ai compris, la logique c'est aller au travail où vous allez tous galérer comme des chiens. Mais on cotise, mon copain, on cotise. C'est ça la beauté de notre pays, on cotise tous et après on est solidaires. Je vois pas pourquoi ça vous fait mal au derche. C'est une dinguerie, vous ne voulez pas être augmenté, vous voulez qu'on baisse les autres. Et en plus, pendant ce temps-là, pendant qu'on est tous en train de se manger les uns les autres pour des RSA, écoutez donc Manuel Bompard, il va vous dire ce qui se passe tout en haut. Je veux que vous sachiez que si, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, si la part des recettes de l'État dans la richesse produite chaque année en France, ce qu'on appelle le PIB, si la part des recettes de l'État était restée au même niveau aujourd'hui que ce qu'elle était au moment où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, alors la France aujourd'hui aurait un déficit inférieur à 3%. Si Emmanuel Macron n'avait pas décidé par une politique consciente de cadeaux aux plus riches, de cadeaux aux grandes multinationales, de réduire chaque année les recettes de l'État de 60 à 80 milliards d'euros, on aurait aujourd'hui un déficit inférieur à 3%. Et je prends ce chiffre volontairement, puisqu'à longueur d'antenne, on nous dit que les règles européennes nécessitent normalement d'avoir un déficit inférieur à 3%. C'est la politique du président de la République et de ses gouvernements successifs qui a appauvri année après année l'État en faisant des cadeaux aux très grandes entreprises, aux très grandes multinationales qui s'en sont mis plein les poches, en faisant des cadeaux aux ultra-riches, par exemple en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune. Et maintenant qu'il a fait des cadeaux, il vient nous voir, il vient vous voir, il vient voir le peuple français et il vous présente la facture et ils vous disent maintenant c'est à vous de trimer pour les cadeaux que j'ai fait depuis 2017. Eh bien ça c'est inacceptable. Et ça, évidemment, nous ne l'accepterons pas. Et ça, évidemment, nous devons nous mobiliser
Mais ça fait des 80 milliards d'euros de cadeaux! 80 milliards! Vous vous rendez compte? Ça représente un peu plus de 12 millions d'années de RSA! Donc nous faire traiter d'assistés alors qu'on prend des miettes par des parasites qui eux prennent toute la caisse, c'est non merci! Non merci! Bon, et on continue avec Aurélien Lecoq qui va nous expliquer sur le même sujet comment va se passer la suite pour nous. À quelle sauce vont-ils nous manger? Qu'est-ce que ça veut dire 40 à 50 milliards d'efforts sans augmentation d'impôts? Ils vont aller les chercher où? Ils vont faire comme la dernière fois. Ils vont aller prendre dans l'éducation nationale. Ils vont aller prendre dans la sécurité sociale. Là où déjà il n'y a plus d'argent et où les personnes souffrent le plus. Je voudrais juste le rappeler. Mais le dernier budget, celui qui est passé en force par 49.3, c'est déjà 5000 classes qui ont fermé en primaire, en maternelle, dans le premier degré. Moi j'ai dans ma circonscription à Fâche-Tuménil 2 classes qui ferment. Et c'est comme ça partout. Dans l'hôpital, les 30 000 lits qui ont été supprimés depuis qu'Emmanuel Macron est là, c'est des morts au bout. Mais alors, qu'est-ce C'est que des vous gens qui meurent dans les préconisez? couloirs des urgences. Qu'est-ce que vous préconisez? Ce que je préconise, c'est qu'on aille rechercher l'argent chez celles et ceux qu'on a gavés toutes ces années. Rendez-vous compte que depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires, c'est-à-dire depuis qu'il est ministre de l'économie en 2014, c'est 450 milliards d'euros, tout confondu, exonération de cotisations sociales, cadeaux fiscaux, etc. C'est 450 milliards d'euros en tout qu'il a offert aux multinationales et aux plus riches. Alors s'il faut de l'argent, allons le chercher là. Par exemple, avec la taxe Zuckman de 2% sur les milliardaires, on peut récupérer 14 milliards d'euros. Par exemple, avec le fait de faire payer en France les bénéfices réalisés en France aux multinationales qui se gavent et qui payent moins d'argent que le boulanger du coin, c'est 26 milliards d'euros qu'on peut aller chercher. Rien que ces deux mesures, on a déjà trouvé... Mais voilà pourquoi vous me retrouvez toujours derrière LFI. Parce qu'ils sont en parfaite adéquation avec mon rêve, mon projet, le projet Robin des Bois. On prend aux riches et on donne aux pauvres. On donne. On s'en bat les steaks qu'ils ne soient pas contents. Ils n'ont pas le choix. C'est le projet Robin des Bois. Bon, et maintenant on va changer de sujet. On va se diriger sur CNews où ils nous font le bilan de la gauche. Ah ben je sais pas, à mi-chemin entre de la critique et de la jalousie. On sent quand même que ça leur fout la mort qu'à gauche on apprécie tant mettre les mains dans le cambouis. J'irais pas jusqu'à dire que je rendrais un hommage à LFI, ce serait un peu exagéré. Mais une chose est certaine, la gauche et la gauche radicale croient aux idées. La gauche radicale croit que le monde n'est pas mu seulement par des intérêts ou des passions circonstancielles. Elle croit aux idées et plus encore aux idéologies. Elle croit non seulement aux idéologies, mais elle veut former ses troupes pour être capable d'imposer dans le débat politique et dans le débat médiatique et dans la société en général, d'imposer sa grille de lecture, former des militants qui ne seront pas simplement des colleurs d'affiches, mais qui sont... C'est important les colleurs d'affiches. Quand j'étais jeune militant en mon temps, je collais des affiches comme tout le monde, mais ce n'est pas que cela. Le travail militant, c'est aussi être capable d'imposer un langage, des concepts, un vocabulaire, de maîtriser les termes du débat. Et sachant que la politique... Lénine, on va le citer 2 fois. Lénine dit la politique est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Il avait renversé Clausewitz. Mais quand on prend cela, le militant est une forme de soldat politique à sa manière. Ces soldats ont tout intérêt à être formés et à avoir une véritable maîtrise des enjeux du débat pour être capable de, dans leur esprit, s'emparer de la société. Qu'est-ce que ça veut dire s'emparer de la société? C'est ce que disait Lénine. Deuxième citation de Lénine dans une chronique. Lénine disait le rôle essentiel du parti. Lénine dit il faut, ce qu'il appelait à l'époque des révolutionnaires professionnels. Traduisons ça aujourd'hui, il faut des gens qui sont motivés à s'emparer, à coloniser l'ensemble de la société en quelque sorte, les médias, les groupes associatifs, pour fonder des groupes associatifs, fonder des think tanks, fonder les différents mouvements qui vont être capables de peser, construire l'opinion publique, orienter le débat. Donc, par exemple, c'est presque comme ça qu'on construit une controverse médiatique. Vous fondez un think tank ou un groupe militant qui fait des revendications qui sont légitimées par le think tank. Un journaliste qui vous est plutôt sympathique normalise cela. Puis à la fin, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la construction d'un enjeu médiatique de, par exemple, souvent de gauche radicale, soyons honnêtes. La gauche croit aux militants parce que les militants travaillent la politique et la société en dehors des périodes électorales. Le réflexe à droite, j'y reviendrai dans un instant, si on va voter, c'est terminé, c'est réglé, on n'en parle plus. La gauche dit non, la politique, c'est pas seulement les élections, c'est à temps plein. Donc, il faut être capable d'aller dans le milieu, je l'ai dit, associatif, médiatique, culturel, et ne jamais cesser de les travailler pour amener la société à se convertir, parce que la gauche a une vision souvent religieuse de la politique. C'est à la fois sa force et son défaut. Sa force parce que ça donne de l'énergie, son défaut parce que ça donne une tyrannie. Oh, il est dégoûté! Bon, il dit n'importe quoi, avec son histoire d'idéologie et de religion. Mais il est dégoûté! Tout
tout simplement parce que la gauche arrive à faire mieux avec 3 clochards qui font des vidéos sur YouTube que la droite avec des milliardaires qui possèdent tous les médias du pays. Bon, pas tous, j'abuse, mais la grosse majorité. Mais c'est pas une histoire d'idéologie, réveille-toi. C'est tout simplement parce que si tu mens à gauche, t'es cuit. Alors qu'à droite, c'est presque un prérequis. Regardez, Marine, elle a pris 4 millions, la grosse majorité de ses électeurs s'en foutent. Alors que nous, ça serait Mélenchon, on l'aurait tous lâché. Ah, sans pitié, tu voles 4 millions, tu payes. Et du coup, les gens qui n'ont pas d'intérêt, la population, ils le sentent ça. Ils le sentent directement. Est-ce que t'es du côté de la morale ou est-ce que t'es du côté du pognon? Ah, vous êtes tellement cuits en 2027, je vous le dis, cuits comme des poussins. On va faire passer la gauche, vous le savez, je le sais, et bientôt, tout le monde le saura. Bon, et pour terminer, on va se regarder 2-3 masterclass de David Guiraud. Faites-moi confiance, ça va nous faire du bien. Il y a d'autres manières d'arbitrer, notamment de venir en commission pour voter, parce que là, vous êtes que deux, vous êtes un peu gonflés quand même. Hein. Vous nous avez déjà fait le coup sur le projet de loi de finances. Vous étiez parti à un anniversaire pour manger des pépitos, c'était bien marré à l'époque. Et là, vous êtes encore que deux. Si vous aviez mobilisé suffisamment votre groupe, il y a énormément d'amendements qui passeraient pas issus de la majorité. Hein. Je tiens à vous le dire. Donc il y a un moment, déjà que vous n'êtes pas dans la rue, si en plus vous n'êtes pas à l'Assemblée, ça va être compliqué. Nous sommes systématiquement entre 75 et 85 décibels. Et je tiens à préciser qu'à 85 décibels, c'est le seuil de danger. Et cessez de polluer cette assemblée avec vos mensonges. Votre projet politique, je vous le dis, collègue, est fade. Et c'est précisément la raison pour laquelle vous êtes seul. Ici, vous êtes un petit peu aidé par le Rassemblement national. Pardon, je voulais pas vous réveiller, collègue. Hein. Qui s'est lancé dans une foire au métier. L'un est avocat commis d'office, on lui a rien demandé, il se met à défendre la majorité. L'autre, médecin ORL avec son sonomètre. C'est du poison. C'est le seuil de danger. Mais vous savez que David Guiraud, il a fait de la politique. Mais il aurait pu faire comédien. C'est sûr, vous avez vu comme il nous régale. Moi je vous le dis, la blague des pépitos, je pourrais l'écouter tous les jours. Elle me fera toujours rire. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.